remercie bien sûr les organisateurs de m'avoir proposé de présenter un peu des travaux. Effectivement, c'est la première présentation d'un informaticien, donc fait de la recherche en informatique. Et à ce titre, donc, je vais plutôt vous parler de technique. Et c'est vrai que tout ce qui a été évoqué de passionnant sur l'accès aux données, l'interopérabilité, etc., je vais un peu l'évacuer, vous m'en excuserez. Je vais plutôt considérer que les données textuelles, pour cette présentation, je les ai, d'accord. Par exemple, parce que je suis dans un projet avec des chercheurs en SHS ou d'autres personnes qui sont en mesure de me fournir des données, on va dire, sur lesquelles je peux baser une analyse. Hein. Je ne vais pas commencer forcément tout de suite à remettre en cause la source des données, etc. Donc ça, je m'en excuse par avance, mais il y a eu des interventions sur ces thèmes-là, c'était très bien. Moi, je vais vraiment me concentrer sur des aspects un peu techniques, et je vais vous parler notamment d'un tout petit bout de ce qu'on peut faire au niveau du laboratoire ERIC. Laboratoire ERIC, donc on est des informaticiens, mais également des statisticiens, et ensemble, on essaie de développer à la fois des modèles plutôt mathématiques, mais également des algorithmes qu'on va pouvoir implémenter et puis tester sur des cas d'application réels. Donc en l'occurrence, on a des projets en collaboration avec des linguistes, avec des sociologues, avec des géographes actuellement, etc. Et donc je vais vous parler plus particulièrement de résumé automatique de corpus textuel. Donc l'idée, c'est celui-là, c'est que confronté à un amas, on va dire, à un ensemble très important de données textuelles, alors ça peut être aussi bien des articles scientifiques, on en a parlé ce matin notamment, ça peut être, pourquoi pas, des livres, ça peut être des articles de presse, ça peut être des tweets, etc. Comment est-ce qu'on peut être en mesure, on va dire, d'appréhender ça, c'est-à-dire d'en faire quelque chose, un agrégat, un résumé, pour pouvoir ensuite, évidemment, commencer à l'attaquer, à l'analyser. Mon propos n'est certainement pas de vous présenter quelque chose de complètement automatique. Ça, on sait bien, en tout cas, moi je le sais bien, que ça ne fonctionne pas. En général, ce qu'on fait, c'est souvent un aller-retour comme ça entre le mathématicien ou l'informaticien et puis les partenaires, que ce soit des chercheurs en SHS ou, pourquoi pas, des industriels ou d'autres types de partenaires. Voilà. Souvent, c'est un aller-retour, on leur propose quelque chose. Eux-mêmes, ensuite, ils vont critiquer les résultats. On va essayer de prendre en compte ça. Et puis, par un processus itératif, on essaie de converger vers quelque chose qui a du sens. Voilà, donc, voilà le plan de ma présentation. Donc, c'est assez court, 20 minutes. Donc, je vais essayer de pas trop... J'ai parfois tendance à m'étaler un peu. Donc, malheureusement, je n'ai pas vraiment de retour. C'est un peu... Vous pouvez peut-être me laisser une seconde. Sauf que ça va me faire perdre du temps, quoi. Parce que sinon, j'ai pas le retour et ça me perturbe un peu. Parce que d'habitude, je suis comme ça, et puis là, je suis face à vous. Alors, attendez. Ça doit être... C'est l'informaticien qui se débrouille pas pour... Ça, c'est assez gênant. Alors, je cherche le display. Voilà, c'est ça. Et donc, non, c'est pas ça. C'est arrangement. C'est ça. Et c'est ça. Problème résolu. Merci bien. Ça veut pas... Ah, bon, c'est encore différent, c'est pas grave. Alors, donc, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais partager ma présentation tout d'abord par vous expliquer en gros ce que j'entends moi par thématique, puisque c'est par ce biais-là qu'on va essayer de construire un résumé. On va construire un résumé thématique du corpus de texte. Puis, je vais vous donner quelques illustrations concrètes, puisque dans le cadre de nos différents projets, etc., on a été amené à expérimenter ces algorithmes pour en extraire quelque chose. Je vous montrerai ça. On verra à la fois que ça peut être intéressant, mais bien sûr que ça a un certain nombre de limites qu'on essaiera d'évoquer. Si j'ai le temps, je vous parlerai un tout petit peu du cas des données temporelles. Ça, c'est aussi assez intéressant quand on a des données textuelles qui évoluent dans le temps, par exemple. Et puis enfin, je vous donnerai quelques éléments de conclusion et de perspective. Donc je dois commencer par ça. Ce que je vous expliquais, c'est qu'on va essayer d'agréger, de résumer un ensemble assez important. Alors quand je dis important, ça peut être des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de textes. Hein. Ça peut être quelque chose de très important. Et pour cela, on pose l'hypothèse que ces textes peuvent être organisés, structurés en catégories thématiques, tout simplement. Alors ici, je vous donne un petit exemple avec un site d'information qui s'appelle The Guardian, où on va avoir des catégories thématiques ici, telles que football, sport, opinion, culture, etc. Et chacune de ces catégories, quand on clique dessus, on va avoir un ensemble d'articles qui ont été rédigés, et on va pouvoir aller... comme ça, accéder à l'information. Et ça ne marche pas. C'est bizarre. Hein. Alors, je sais pas. C'est vraiment très étrange ce qui m'arrive. Alors, attendez. Parce qu'en fait, j'ai des slides, je peux les passer devant moi, mais ça ne suit pas. Je ne sais pas pourquoi. Et si je fais ça, ça ne vient pas. Alors,
évitons de perdre trop de temps, voilà, comme ça, je vais faire comme ça, ce sera très bien. Du coup, j'ai pas le retour. Alors donc, ce que je voulais vous dire, voilà, c'est, voilà, ici, donc ici, on a des catégories thématiques qui finalement ont été fixées par avance par le comité éditorial du site, etc. Ce qui est très bien, hein, ce qui permet d'accéder déjà à une information qui peut être assez importante, de manière assez rapide. En bas, on a le même exemple avec un autre site d'information qui est le Huffington Post. Là encore, on va avoir des catégories, mais qui ne sont pas forcément les mêmes. On peut continuer l'exemple avec d'autres sites web, tels que Google Actualité, vous connaissez peut-être. Donc c'est un site web qui essaie comme ça d'agréger des milliers, enfin je ne sais plus, je crois qu'il y a 2 à 3 000 sources d'informations. D'accord ? Et ce qu'ils font en gros, c'est que quand un article de presse va être repris par beaucoup de sites d'information, il va compter, et c'est ça qu'il va essayer de mettre en avant ici, dans une sorte de reader digest de ce qui se passe dans le monde. Hein. Donc là encore, on peut apercevoir des thématiques à la gauche ici. Alors là, c'est un peu, on a économie, on a culture, etc. Mais on a aussi des thématiques un peu plus, orientées vers des personnes ou des entreprises, ce qu'on pourrait appeler, nous, informaticiens, des entités nommées, pour ceux qui connaissent. Donc voilà d'autres types de thématiques. Et alors on peut parler de Twitter. Vous savez qu'il y a sur la gauche, ici, des mots-clés, parfois des hashtags, donc avec le petit dièse, qui sont les trending topics, c'est un peu les thématiques dont on parle actuellement. Pourquoi c'est remonté? Parce qu'en gros, beaucoup de gens en parlent, et donc il suffit de compter le nombre de messages. S'il y a beaucoup de messages qui en parlent, on va les mettre en avant. En gros, c'est ça. Hein. Parfois, il y a des nouveautés hein, récemment, je ne le montre pas ici, mais ils essaient de mettre des topics qui sont juste en devenir. Genre, il y a eu quelques messages qui ont l'air intéressants, donc on les met en avant, même si le volume n'est pas forcément extrêmement important. Donc la question, maintenant, qu'on se pose dans nos recherches, c'est est-ce qu'on serait capable, est-ce qu'on serait en mesure d'extraire automatiquement ces thématiques uniquement par des processus statistiques, d'accord, juste en observant les données, en voyant par exemple tout simplement qu'il y a des textes qui utilisent le même type de formulation, le même type de mots, etc. Voilà. Et donc c'est un peu l'objectif de tous les chercheurs qui travaillent dans ce qu'on appelle les modèles de thématiques. Alors, il y a plein de traductions, notamment en anglais, on parle de topic modeling ou de topic learning, d'accord. Mais donc l'objectif, la mission, c'est quand même de se dire, on n'a pas forcément d'a priori, on ne veut pas forcément imposer une catégorisation, on aimerait bien que cette catégorisation émerge à partir des données, émerge tout simplement par récurrence statistique, d'accord. Et donc une fois qu'on est capable de découvrir ces thèmes, eh bien on va pouvoir indexer les documents, les messages, les tweets, etc. à partir de ces thèmes, et donc pouvoir ensuite explorer les données, voir comment les thèmes évoluent dans le temps, et ainsi de suite. D'accord ? C'est une manière, quelque part, d'accéder aux données. Je ne dis pas que c'est la meilleure, bien sûr, loin de là, parce que ça pose tout un tas de problèmes de granularité, on en parlera peut-être. En tout cas, c'est une manière d'appréhender cette somme absolument gigantesque, parfois, de données qui peut un peu nous submerger. Et puis après, bien sûr, on peut critiquer ce que nous apporte l'algorithme, et puis éventuellement l'affiner, le modifier, etc. Alors pour ceux qui connaissent un peu, certainement, dans Iramutech ou TXM, qui sont des logiciels qui sont utilisés notamment en SHS, il y a la possibilité de faire ce genre de choses, hein, des analyses comme ça thématiques. Hein. Ça existe déjà, vous l'utilisez peut-être déjà. Et donc ça, voilà, c'est un peu de ça dont je vais parler dans la suite de mon exposé. Une petite note d'information. Bon, je me lève, hein, parce que là, je ne vais pas y arriver. Voilà. Alors, je voulais quand même à ce stade-là de l'exposé essayer d'éclaircir très rapidement la distinction qu'on peut faire entre les thématiques et le clustering, c'est-à-dire la catégorisation automatique des textes. Hein. Ce sont deux tâches qui sont très reliées, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Dans ce qu'on appelle la catégorisation automatique ou le clustering, on essaie de faire des catégories, donc de faire ces ensembles de documents qui parlent d'un sujet similaire, alors que les thématiques, ça va être ce qui va décrire, ce qui va résumer cet ensemble de documents, d'accord, tels que politique ou politique étrangère ou ce que vous voulez, d'accord. Donc ce sont bien sûr deux tâches qui sont extrêmement proches, mais qui ne sont pas identiques. Et parfois, on peut vouloir faire plutôt l'une et parfois plutôt l'autre. Moi, a priori, je vais plutôt m'intéresser à l'aspect thématique. Alors, pas besoin de... Ça, c'est juste pour vous montrer que je connais un petit peu la littérature. En termes d'informaticien, je sais qu'il existe différentes techniques qui ont été mises au point, certaines basées sur des techniques d'algèbre linéaire, c'est l'analyse en composantes, des correspondances multiples, il me semble, ou l'analyse factorielle des correspondances plutôt, voilà, qui est utilisée dans Iramutech ou dans TXM. Ça, c'est tout ce qu'on appelle les approches algébriques. Il y a des approches géométriques et
moi, je vais un tout petit peu plus vous parler des approches probabilistes, simplement pour vous expliquer que, en termes techniques, il existe plusieurs approches, plusieurs modélisations possibles. Alors, l'approche que j'ai choisi de vous présenter, mais alors de façon très brève, s'appelle LDA. Alors, ça signifie Latent Dirichlet Allocation. Donc, c'est un modèle qui a été proposé en 2003 par David Bley à Princeton, et donc qui propose de voir les documents textuels, le contenu des documents, d'accord, comme un mélange de thématiques, en se disant logiquement, contrairement au clustering habituel où on essaie de classer un document dans une seule catégorie, là on va prendre l'hypothèse qu'un document traite de plusieurs sujets, et donc on va considérer qu'une partie du document va être au sujet de la thématique jaune, par exemple, ici en l'occurrence une thématique qui parle de génétique et d'ADN. D'autres parties du document vont parler plutôt d'organismes, de vie, etc. Et peut-être qu'il y a également quelque chose, puisque c'est de la bioinformatique, je pense, sur les ordinateurs et les data, etc. Par contre, c'est un texte ici, on ne voit pas de vert, parce qu'elle ne traite pas du tout de la thématique numéro verte, enfin de couleur verte, pardon. Voilà, en gros, ce que postule ce type de modèle. Et donc l'idée, donc on voit bien qu'à droite, sur la partie droite, ce document-là, précisément, cet article par exemple, eh bien, il parle un petit peu de la thématique rose, un peu plus de la thématique jaune, pas du tout de la verte, un petit peu de la bleue. D'accord ? Et donc tout l'objectif de ces modèles va être d'apprendre automatiquement à la fois les thématiques qu'on trouve à notre gauche, c'est-à-dire comment on caractérise les thématiques ici par un ensemble de mots clés avec des poids, ici ça sera des probabilités, sur la gauche, et sur la droite, pour chaque document, on va être capable de dire quelle est sa distribution, de quelle thématique parle chaque document. Donc l'idée, bien sûr, c'est que ces thématiques et ces distributions à droite ne sont pas connues à l'avance. C'est le modèle qui, en observant les données, par apprentissage automatique, va être en mesure de faire émerger ça. Alors, avant de vous donner quelques illustrations du résultat de ce qu'on peut attendre, je dois préciser quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'on se trouve ici dans la fouille de texte. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on va considérer les données textuelles de manière extrêmement simplifiée. On ne va pas prendre en compte un certain nombre d'informations très importantes telles que la syntaxe, par exemple. Au contraire, on va considérer les mots comme des sacs de mots, les textes comme des sacs de mots, vous voyez. On va simplement compter le nombre de fois où un mot est utilisé dans un texte, ce qui veut dire qu'à la fin et après un certain nombre d'opérations assez classiques dans notre domaine, c'est-à-dire de supprimer certains mots qui nous paraissent pas utiles statistiquement parlant, on va retirer la ponctuation, on va retirer des choses qui peuvent parfois être très importantes. Hein. Les nombres, par exemple, si on s'intéresse au virus H5N1, évidemment, si on retire les nombres, il ne reste pas grand-chose. Mais bon, généralement, ça marche plutôt bien. Et puis, voilà ce qu'on donne en entrée aux algorithmes. On a une matrice, un tableau dans lequel on va avoir un ensemble de mots, du vocabulaire, et en colonne, les documents. Et pour un document donné, un article ou un tweet, on va dire, voilà, dans ce document, il y a 2 fois le mot exemple, 3 fois le mot network, etc. Voilà, pour être absolument limpide, ce qu'on donne, pas tout le temps, mais en tout cas, pour les modèles de thématiques de type LDA, voilà ce qu'on donne en entrée. Donc on perd de l'information, on appauvrit l'information, mais pour une bonne raison, c'est que de cette manière, on va être en mesure de traiter des quantités importantes de données et obtenir des choses qui sont parfois loin d'être idiotes. Alors, j'avais envie évidemment de vous donner quelques illustrations sur ce que ça donne sur des données. Alors, j'aurais aimé parler plus de données ouvertes. Alors, on a quand même fait des expérimentations sur des articles scientifiques, et en particulier sur des titres et des résumés d'articles scientifiques. On n'a pas traité tous les articles scientifiques. Ça, je ne vais pas en parler parce que je n'ai pas le temps. Et puis voilà, ça sur Harry Potter, ce ne sont pas des données libres évidemment puisqu'il y a des droits d'auteur, mais vous imaginez bien que ce que je vais vous présenter, on peut parfaitement l'adapter et l'utiliser sur n'importe quel ouvrage littéraire. Ça a été fait sur Shakespeare par exemple. Voilà. Il y a des analyses avec ce type d'outils. Alors sur les articles scientifiques, on a fait ça sur un extrait. Alors c'était déjà récupéré par des collègues. Et ça comprenait quelque chose comme 18 000 articles, récupérés entre 1990 et 2005, 16 ans, qui avaient trait, alors c'était des articles en informatique, hein, désolé, donc sur 5 thématiques, des articles en base de données, certains en data mining, en visualisation, en informatique plus théorique et en informatique médicale. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, on voit la distribution temporelle, si ça vous intéresse. Au passage, on voit que le data mining arrive à peu près en 1995, hein, ce qui a du sens.
Et alors voilà un peu ce qu'on peut obtenir. Ça peut faire un peu peur de prime abord. En gros, ici on a demandé 5 thématiques à l'algorithme. En l'occurrence ici on est obligé de préciser combien de catégories on attend. Et pour chaque thématique, ici on va avoir un ensemble de mots. Alors je n'ai pas affiché les poids, mais je les ai triés par poids décroissant. Donc on a ici une thématique qui parle de data, query, queries, database, etc. Une deuxième qui parle d'algorithme, problem, time, algorithms, graph, etc., etc. Alors, quand on connaît un tout petit peu le domaine de l'informatique, on se rend compte assez vite que ces thématiques, quand même, se rapprochent beaucoup des thématiques qu'on n'a pas données à l'algorithme. C'est comme ça un peu qu'on a essayé de valider les résultats de notre expérimentation. On peut faire la même chose, mais cette fois-ci, au lieu de donner en entrée des mots isolés, on peut s'intéresser à donner des mots des termes qui contiennent plus qu'un mot, ce que nous en informatique on appelle des n-grammes, d'accord, des séquences de mots. Et donc ça permet cette fois-ci d'extraire des choses qui sont un peu plus lisibles pour nous humains. Par exemple, si vous regardez le thématique numéro 1, LDA1, donc ici on a un ensemble de documents, d'articles qui traitent de data mining, time series, knowledge discovery, machine learning. Tout ça, ça a été fait totalement automatiquement, de façon bottom-up, comme je vous disais, émergente. Alors, bon, ça, je suis obligé de le passer parce que, vu le temps, ça va être difficile. Je voulais vous parler un tout petit peu donc, de ça. Ça, c'est des expérimentations que j'ai faites. Alors, pour une bonne raison, c'est que j'ai eu l'opportunité de récupérer les données brutes. Excusez-moi d'employer ce terme-là. En tout cas, les textes des livres. Il se trouve que je les ai lus, donc ça m'aidait beaucoup à interpréter ce que je sortais avec l'algorithme. Et donc voilà quelques thématiques. Cette fois-ci, j'ai précisé la probabilité à côté, d'accord. Et je dois préciser que les titres que j'ai mis en gras ici, c'est moi qui les ai mis. Donc j'ai, moi, interprété en regardant les mots, éventuellement en regardant les documents qui étaient couverts par ces thématiques. Et donc quand on voit ça, on se dit automatiquement, par co-occurrence statistique, on arrive à sortir quand même des choses qui ont du sens, je crois. En tout cas un sens thématique. Ici, on parle manifestement des maisons. Vous savez, dans la série Harry Potter, les étudiants sont dans les élèves, pardon, sont dans des maisons. Il y a 4 maisons, je ne sais plus. 4, merci. Voilà, ça c'est Gryffondor. Ici, il y a Serpentard, etc. Bon, c'est en anglais, mais on a ici une deuxième thématique sur le jeu. Vous savez, ils jouent dans les airs avec un balai, et puis ça ressemble un peu à du foot. Enfin, donc c'est le Quidditch. Sachant que Wood et Wood, tout seul, je crois, c'est un joueur en fait, qui est extrêmement cité et populaire. Donc quand on voit ça, on a aussi une thématique qui parle des professeurs de l'école. Donc quand on voit ça, effectivement, on est assez content, on se dit, bah oui, manifestement, ça sort quelque chose qui semble avoir du sens. Mais voilà aussi ce qu'on peut sortir, c'est-à-dire des thématiques ici, manifestement, qui parlent de portes, d'ouvrir des portes. Bon, ok. Et puis ici, on a say, get, know, back, see. On a presque l'impression que ce sont des mots dits outils, c'est-à-dire qui ne sont pas forcément porteurs d'une thématique. Et ici, alors là, vous savez qu'Hagrid, c'est un personnage de cette série et qui parle beaucoup avec de l'argot, etc. Donc, puis il élève des dragons, je crois. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. 5 minutes. Alors je vais aller très vite. Je vais maintenant vous donner quelques exemples pour vous montrer que l'extraction thématique telle que je vous l'ai montré maintenant, en fait, c'était juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire, mais la vérité, c'est que des modèles beaucoup plus, on va dire, riches ont été développés depuis pour, par exemple, prendre en compte la dimension temporelle des données, donc faire des thématiques qui évoluent dans le temps, pour prendre en compte la structure des thématiques, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des thématiques qui soient plus générales et d'autres plus spécifiques, pour intégrer l'auteur des messages, et ainsi de suite. Donc là, ici, c'était pour vous donner quelques exemples de thématiques temporelles. Alors ici, c'est peut-être encore plus intéressant, ce transparent. Ici, c'est un topic over time, donc c'est quelque chose qui a été proposé en 2006, je crois. Cette fois-ci, voilà, on prend en compte donc l'étiquette temporelle. Ici, c'était des expérimentations faites sur les discours de l'Union des présidents américains. D'accord. Et donc, ce qui était intéressant dans leur modèle, c'est, une fois encore, on a des thématiques qui sont caractérisées par un ensemble de mots-clés avec des poids, d'accord. Mais en plus de cela, on a une distribution dans le temps, que vous voyez en vert ici. Et puis, ils montrent, en tout cas dans leur article, qu'ils sont en mesure de distinguer, par exemple, 2 types de guerres.
Alors qu'avant, dans un modèle dit statique, on aurait eu une thématique sur la guerre et c'est tout. Là, ils sont capables de distinguer la guerre froide de la guerre du Mexique, par exemple. Voilà. Tout simplement parce qu'ils ont l'information temporelle. Alors, on peut imaginer, bien sûr, des choses beaucoup plus avancées, telles que là, c'est le système Tiara qui a été proposé il y a quelques années, qui permet comme ça de voir comment les thématiques et les mots associés aux thématiques évoluent dans le temps. Ça permet d'avoir une interface assez commode, même si je ne l'ai pas testé moi-même, pour explorer les données. Et on peut aller encore plus loin. Ici, c'était un projet Pulse Web qui avait été fait notamment avec l'Institut des systèmes complexes à Paris, alors là, je crois que c'était sur la nourriture dans le monde. Et puis, voilà, ils avaient pris plein d'articles de presse qui parlaient de ça, essayer de faire des thématiques, et puis de voir comment ces thématiques évoluaient dans le temps. Je vous invite, si ça vous intéresse, il y a une démo interactive pour naviguer là-dedans. Alors voilà, du coup, ça me permet de terminer. Alors, en conclusion, ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer, je vous ai montré ce que ça pouvait faire, mais moi, en tout cas, et vous, je pense, on voit très vite toutes les limites que ça a, d'une part, et qu'est-ce qu'on aimerait faire en plus de ça. C'est pour ça que j'ai ici donné quelques exemples. Par exemple, il y a toute une pour améliorer l'algorithme. Par exemple, il y a une thématique sur le nombre de thématiques. Je vous ai dit, on doit le fixer à l'avance. Ça, c'est une limitation. Ça, c'est un vrai problème. En général, on ne sait pas le faire. Souvent, on demande à l'expert, il ne sait pas très bien non plus. Alors, on essaye 100, on essaie 200, bah non, 150. Enfin bon. Donc ça, c'est un peu de la cuisine. Il se trouve quand même qu'il y a des gens qui travaillent sur ces questions depuis un certain nombre d'années, qui font par exemple des hierarchical Dirichlet process, enfin des modèles assez complexes, pour essayer de détecter un peu de façon plus automatique quel est le meilleur degré de granularité. On a toute la question sur laquelle je travaille actuellement de résumé, c'est-à-dire à partir du moment où on a des mots-clés, c'est très bien, mais c'est quand même un petit peu aride. On aimerait bien trouver comme je l'ai montré avec les n-grammes, des étiquettes plus parlantes pour étiqueter ça et puis pour interagir mieux avec l'expert, par exemple. C'est ce qu'on appelle de topic labeling, un nommage de thématiques. Important aussi, il y a des gens qui travaillent sur la structuration de ces thématiques. Alors on peut faire des corrélations, mais on peut faire aussi des structures comme ça hiérarchiques pour essayer d'extraire les topics très générales, les thématiques très générales, moins générales et de plus en plus spécifiques. Ça, il y a des algorithmes qui le font aussi. Et puis on essaie de combiner les thématiques avec, par exemple, l'opinion qui est exprimée dans les textes, avec les auteurs des messages. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses. Aussi beaucoup de choses avec des choses dont on parle depuis quelques temps avec le deep learning sur ce qu'on appelle le plongement de mots. Bon, éventuellement, si j'ai des questions, je pourrais essayer d'en parler plus longuement. Donc juste, demain matin, il y aura une démonstration qui sera réalisée par un membre du laboratoire, Adrien Guille. Et dans son logiciel qu'il a mis au point, il y a une partie sur les topics et sur les thématiques. Donc vous pourrez aller regarder, vous voyez là on retrouve l'évolution temporelle des thématiques, la distribution sur les mots, ici les articles, donc les documents qui sont liés à la thématique, donc vous pourrez éventuellement interagir avec lui puis voir un peu ce que ça peut donner. Voilà, je m'arrête là, je vous laisse juste avec ces références. Je les ai sélectionnées pas au hasard, j'ai pris, à part la première, des références qui sont orientées Digital Humanities, humanité numérique, c'est-à-dire que c'est vraiment des présentations qui sont assez j'ai pas envie de dire facile d'accès, mais en tout cas bien illustré, bien argumenté, intéressant. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé à ces sujets, à aller voir. Par exemple, ici, il y a quelque chose sur la littérature américaine qui est assez intéressant. Merci pour votre attention. J'ai en fait, c'est une remarque une remarque de doctorants qui bossent sur des gros jeux de données et je me retrouve avec 30 000 tweets. J'ai 30 000 tweets, c'est fabuleux. Je t'imagine bien que je ne vais pas les analyser avec mon œil seul parce que sinon je ne dors pas. J'aime bien dormir, c'est bien dormir. Du coup, bon. Et on a commencé à travailler. Alors moi, je travaille avec quelqu'un du LIRIS, Elod Eget-Sigmund, avec qui je travaille sur des questions assez proches de comment on fait pour pouvoir, avec un gros jeu de données, pour obtenir quelque chose qui soit analysable par un humain qui fait des choses qualitatives dessus, qui n'est pas en train du tout de travailler sur la statistique, qui est plutôt en train de travailler sur le qualitatif, et comment on fait émerger des choses qualitatives pertinentes pour l'analyse. Et en fait, c'est plutôt une question de retour. Je me dis que on est en train de se dire que les techniques de clustering peuvent aider à identifier le bruit. C'est-à-dire tous les sujets qui ne sont pas les sujets centraux de la collecte, et faire émerger les sujets pertinents pour la collecte. Dans notre exemple, on a récolté des données sur la Fête des Lumières, 2015, et au milieu, il y avait ça, il y avait
en même temps que la Fête des Lumières, on se rend compte qu'on avait la campagne électorale, des régionales. Ça parle beaucoup de la campagne électorale, un peu de foot, il y avait des matchs de l'OL et la Fête des Lumières. Et du coup, identifier, faire émerger ces sujets, ça aurait fait émerger le foot et la campagne électorale, et ça nous aurait permis peut-être de les écarter. Je sais pas, c'est un retour. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses que... Alors, pas si c'est une bonne idée, j'ai l'impression que oui. Par exemple, là, sur les jeux de données, sur la littérature, on va dire, Harry Potter, tout ça, ce qu'on se rend compte, c'est que les thématiques, il y a des thématiques clairement qui sont... On a l'impression que c'est du bruit, qui ne sont pas intéressantes. Et là, ça fait quelques jours, je me suis rendu compte que ces thématiques, souvent, dans le temps, pendant les livres, elles sont très constantes. C'est-à-dire que là où d'autres thématiques, on voit qu'elles ont une sorte de trajectoire, on en parle plutôt au début, moins après, etc. Celle-là, elle est constante et a priori, elle ne m'intéresse pas. Je pense que oui, les thématiques doivent pouvoir être utilisées pour filtrer les données. Par exemple, sur ce que tu disais. Je pense que c'est même pas très, très difficile, en fait. Du coup, mais alors là, tu t'as parlé d'évolution dans le temps. Du coup, tu testes les choses dans les. Enfin, oui, dans le temps, t'as Harry Potter, donc t'as 1, 2, 3, 4. Mais oui, mais comment tu comparerais dans le temps? T'as un fil Twitter, par exemple, sur 2 jours. Alors, ça, c'est Tu compares comment? Il y a plusieurs techniques, en fait. Il y a plusieurs méthodes, presque des écoles. C'est-à-dire que de deux choses l'une. Soit on a fait ça avec un doctorant, que les thématiques, on est de façon rétrospective et puis on a, je sais pas, 100 thématiques sur le dernier mois, par exemple, d'accord. Et puis ensuite, on voit comment ces thématiques ont évolué quantitativement, d'accord. Donc là, tu peux très bien compter combien il y a de documents qui sont associés à chaque moment. Bon, bah voilà, tu as une courbe et tu vois. Ou alors tu es plus intéressé sur l'évolution dite qualitative des thématiques, en se disant, à un moment donné, je vais essayer de montrer le slide qui va avec ça. C'est celui-là. C'est-à-dire qu'ici, on voit que les mots qui sont associés à la thématique vont changer, mais pas forcément de façon brutale, comme ça peut être le cas pour un événement, mais il va y avoir des mots qui vont apparaître, d'autres mots qui vont disparaître, etc. La thématique va, au fur et à mesure, glisser. D'accord ? Et ça, c'est plutôt une évolution qualitative des thématiques. Donc c'est déjà deux manières. Il y a l'aspect quantitatif, le nombre d'articles ou de documents ou de tweets, et d'autre part, il y a l'évolution des mots. C'est déjà deux façons. Alors est-ce qu'on est intéressé par l'un, par l'autre, par les deux ? À chaque fois, ce sera des modèles qui sont un peu différents. Et puis après, il y a encore d'autres gens qui veulent faire du online, c'est-à-dire qu'ils ont envie vraiment d'avoir quelque chose pour faire de la veille, par exemple. Ils veulent vraiment, à chaque minute, monitorer comment les thématiques évoluent pour savoir ce qui se passe, etc. Oui, et ça, c'est encore d'autres choses. Ça, c'est ce qu'il y a en projet chez Twitter, de faire des sujets émergents. Oui, c'est ce qu'ils font un peu déjà. Oui. Quand on voit sur la gauche, là, je ne l'ai pas montré, parce qu'il y a... Mais maintenant, là, et depuis quelques temps, il y a des emerging topics et des choses comme ça. Oui, absolument. Merci. Oui, je crois que la question que vous souleviez là du co-événement, de faire émerger le co-événement, c'est extrêmement important, notamment quand on voudra avoir du recul un peu plus tard, mais pas forcément dans l'histoire longue. Mais je prends juste un exemple. Il y a quand même eu un des plus graves accidents de train récents, la TGV d'Alsace, médiatique. Si on voudra comprendre pourquoi dans 10 ans, il faudra se rappeler qu'il est arrivé le 14 novembre 2015, c'est-à-dire le lendemain du 13. Oui. Et donc, voilà, donc c'est quelque chose qui est quasiment un non-événement médiatique, alors que du point de vue, je dirais, de l'histoire ferroviaire, c'est extrêmement important. Donc si on n'est pas capable de mettre en relation comme ça des co-événements, on risque de passer à côté et de ne pas comprendre. Dire, mais pourquoi on parle beaucoup de Brétigny, et puis j'ai pas d'occurrence de l'Alsace. Complètement. Ouais. Alors, si je peux réagir, il y a deux éléments. La première chose, c'est le lien qu'il peut y avoir entre thématique et événement, qui n'est pas du tout clair. On peut voir l'événement comme une forme de thématique dont on parle à un moment donné. Donc, il y a des gens qui font des algorithmes pour faire de l'extraction thématique, d'autres qui font pour détection d'événements, d'autres qui font les deux. Enfin bon, donc le lien entre les deux n'est pas du tout clair. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, sur les co-événements ou co-thématiques, admettons, il y a des gens qui essaient de calculer des thématiques et des corrélations entre thématiques, temporelles ou pas d'ailleurs, pour essayer de structurer un peu mieux et de ne pas considérer les thématiques de manière complètement individuelle. Pour l'instant, ce que j'ai montré, les résultats, c'est totalement indépendant. D'accord ? Enfin, totalement indépendant, pas tout à fait. Enfin, c'est assez indépendant. Alors que parfois, c'est essentiel. Une question.
Ouais, j'ai entendu la question. Peut-être pas tout le monde, mais ça, c'est une bonne question. Je suis pas sûr d'avoir... Je réfléchis 2 secondes. Est-ce que je répète Non, non, mais je l'ai compris, enfin, je crois. Ah, pardon, vas-y. En fait, la question était si je souhaite travailler plutôt sur les co-événements, donc sur le bruit, est-ce qu'il vaudrait mieux que j'utilise l'approche par clustering, et si je veux plutôt filtrer ou travailler sur des mots, est-ce qu'à ce moment-là, j'utilise plutôt l'outil thématique? On en revient un peu à la distinction entre événements et thématiques dont je parlais, hein, qui n'est pas du tout claire. Par exemple, Adrien, demain dans la démo, il a fait un logiciel qui détecte des événements, par exemple. Donc c'est pas tout à fait des thématiques, mais ça y ressemble. Je dirais que... Effectivement, alors c'est pareil, là encore, le clustering, c'est-à-dire comment on catégorise, comment on structure, on fabrique des catégories. Si vous faites du clustering dit... une partition, c'est-à-dire dans lequel un article de presse, admettons, n'est lié qu'à une seule catégorie, ça veut dire que là, vous manquez complètement les co-événements, puisque, d'accord, tout sera complètement disjoint. Ça veut dire que si vous voulez commencer à travailler sur les co-occurrences, ça signifie que, par exemple, il faudrait admettre qu'un document soit lié à au moins 2 événements. Sauf si... Oui, non, ça dépend. Non, j'ai pas de réponse toute faite là. C'est vraiment une question importante et qui, à mon sens, n'est pas résolue. Hein. Merci. Pour le coup, souvent sur les documents, il y a quand même une date oui. qui permet. Oui, puis on compare ça à la base de la date. Oui, c'est pour ça que ma réponse n'était pas. Oui, tout à fait. On peut tout à fait voir à une période de temps s'il y a plusieurs. Oui. Et puis après, l'événement. Enfin, il n'empêche que si on extrait des thématiques, admettons, et qu'on les considère comme des événements, même si c'est discutable, si on les trace après dans le temps, on va bien voir qu'il y a telle thématique qui va écraser telle autre, quoi. Et on peut effectivement étudier ce qu'on appelle le silence, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas ou peu d'articles sur un sujet donné. Essayer d'expliquer a posteriori pourquoi. Mais ça, je pense que c'est... Je vois pas pourquoi ce serait difficile, enfin, très difficile à faire. En tout cas, si on se place a posteriori, on se dit, voilà, on a tel événement, on ne comprend pas pourquoi on n'a pas parlé plus, ben là, on peut aller tout simplement, de façon descriptive, aller voir de quoi on parle à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est un peu ça que vous voulez faire, mais... Peut-être. Quel outil utiliser pour quel... Non, j'ai un usage, quel outil j'utilise en premier, en deuxième Enfin, comme un bon, ce qui est sûr, c'est utiliser un logiciel de détection d'événements. Ça sera plus adapté que ce que je vous ai présenté. Voilà. Tel que celui qui sera présenté demain matin.